Quelle drôle d'année, pourrait-on dire, comme on disait jadis, la drôle de guerre. Personne n'aurait en effet imaginé, à la fin de l'année dernière, combien nos vies, mais peut-être plus encore la perception que nous avons de l'existence allait changer au cours de cette année à cause d'un petit virus venu de Chine. Alors ensemble, nous allons revisiter cette année. Ce retour sur les 12 derniers mois va nous faire comprendre, vous allez le voir, comment des événements auxquels nous n'attachions aucune importance ont changé peut-être nos vies et combien d'autres événements qui nous paraissaient tout à fait importants sont finalement passés inaperçus. Alors, pour revenir sur cette année noire, celle que le Time dit la pire année de l'histoire, mais qui recèle peut-être quelques espoirs, j'accueille Florence Mercadé-Choquet. Bonjour Patrice. Vous êtes avocate au barreau de Versailles. Laurent Mazory, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes adjoint au maire d'Elancourt, vous êtes vice-président de 50 ans en Yvelines et président de cette chaîne. Anne-Charlène Bézina-Duclerc, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes maître de conférence à l'université de Rouen et c'est important, vous allez voir pourquoi. Stéphane Monson, bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin et doyen honoraire de la faculté de droit. Jean-Baptiste Duclerc, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vincent Couronne, vous êtes enseignant, vous êtes spécialiste du droit européen, vous avez fondé le mouvement des surligneurs qui nous montre comment des fake news peuvent arriver dans le monde de la politique. Et Jean-Charles Lajoigny, vous êtes éditeur et vous êtes aussi normand, éditeur normand presque, pourrait-on dire. Et c'est important. Voilà. Et c'est important parce que je salue, outre les téléspectateurs de TV78, 4 chaînes qui relayent cette émission. Canal 32, qui est la chaîne de Troyes dans l'Aube, Lyon Capitale, qui est donc la chaîne de Lyon, WEO, la chaîne des Hauts-de-France et la chaîne normande. Bonjour donc et bienvenue à tous les Troyens, aux Lyonnais, aux habitants de Hauts-de-France et aux Normands qui ont la chance d'être désormais représentés par Amandine Petit, la nouvelle Miss France 2021. Et justement, la voilà, elle est magnifique. Justement, cette élection de Miss France a été gâchée par des tweets antisémites parce que l'une des concurrentes était Miss Provence, je crois, a dit que son père était israélien, ce qui a provoqué une vague de tweets antisémites. C'est la Dauphine, absolument. Justement, c'est un des problèmes qu'on va évoquer, qui a été évoqué dans cette année, c'est le déferlement de haine sur les réseaux sociaux, la difficulté parce que les serveurs eux-mêmes ne suppriment pas ces tweets ou ces Twitter en réalité. Est-ce que là, il va falloir un projet, il y a des projets de loi pour éviter ce déferlement de haine? Florence. Alors, oui, il y a des projets de loi sur les fameux articles 24 et 18 maintenant, qui ne s'appellent plus l'article 25, pour justement stopper, en tout cas interpeller les personnes qui sont à l'origine de messages de haine et de dénonciation de personnes en pouvant les identifier, donc soit avec leur nom, soit avec leur adresse, en appelant à la haine. Là, en l'espèce, sont des propos antisémites et qui peuvent parfaitement être poursuivis sur la base du code pénal tel qu'il est. Internet n'est pas un lieu de non-droit. Absolument. Voilà. Oui. Jean-Charles Lajoigny, vous vouliez intervenir là-dessus? Oui, c'est bien évidemment tout à fait scandaleux. Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'encore une fois, on va placer le débat sur les réseaux sociaux, l'importance des réseaux sociaux, l'incompétence des modérateurs, etc. Mais le plus grave, c'est que ces messages soient émis par des gens, par une population qui est absolument scandaleusement antisémite, raciste, voire tous les défauts. Et comme c'est un peu gênant peut-être de savoir d'où ça peut venir, etc., là on dit oui, c'est les réseaux sociaux. Non, c'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont qu'un moyen, un média. Il y a des gens derrière qui sont des crapules immondes. Voilà. Et de temps en temps, il faudra arriver à le dire et ne pas essayer de noyer le bébé avec l'eau du bain, de dire il faudrait faire la police sur Facebook et sur Twitter. Non, il faudrait empêcher ces abrutis de s'exprimer. Il faudrait faire quelque chose. Il faudrait d'abord aussi qu'on les nomme un jour, qu'on arrive à dire d'où ça vient. Parce que il y a des choses quand ça arrive, on dit oui, mais ça c'est l'extrême droite, ça c'est machin, ces trucs. Et puis quand c'est de l'antisémitisme, des trucs, là on sait jamais d'où ça vient. Personne n'ose dire, on sait pas. On dit oui, ça doit être les réseaux sociaux. Non, c'est plus grave que ça. Et de ne pas mettre un nom sur les choses, c'est déjà. Mais il y a une enquête qui est ouverte.
Oui, absolument. Oui. Ben, l'anonymat n'est pas forcément préservé. Laurent Mazory, sur ce sujet. Oui, je partage avec M. Lajoigny le fait de devoir nommer les choses. Et d'ailleurs, on ne les nomme pas. Regardez, nous ne sommes pas en train de les nommer. Nommons-les. Il y a 2 antisémitismes en France. Il y a un antisémitisme historique, j'allais dire, qui remonte pratiquement à la crucifixion du Christ avec tout son héritage de chrétien. On va dire d'une forme d'extrême droite, etc., qui est inhérente, qui passe dans l'ensemble des vecteurs de la société, qui est là, qui est rémanent, qui est tout le temps présent. Et il y a un islamisme importé, un islamisme, vous voyez ce lapsus, il y a un antisémitisme importé par une forme d'islamisme ou d'islamo-gauchisme qui vient des territoires occupés, dont d'ailleurs, le conflit israélo-palestinien qui est porté par des gens en France qui d'ailleurs, si on leur demandait l'histoire du conflit, n'y connaissent absolument rien, ils ne font que colporter ce qu'ils entendent sans savoir même probablement situer où est la Palestine ou où est Israël, et qui utilisent cela pour, on va dire, conglomérer ou agglomérer autour d'eux un certain nombre d'oppositions qui, quelque part, luttent en réalité à travers cet antisémitisme contre, une nouvelle fois, les valeurs de la République et la laïcité de la République qui sous-tend l'ensemble des religions. Donc, c'est pour moi encore plus grave que ce que je vois et ce que j'entends. Alors, non pas qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre, il y en a un qui est plus dans une longue durée, qu'il faut combattre de manière systématique, de manière, j'allais dire, patiente. Oui, c'est l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus. Exactement. Et une autre qu'il faut combattre de manière encore plus efficace et plus rapide, parce que lui, c'est un antisémitisme qui va même au-delà de l'antisémitisme, qui veut combattre la démocratie et la République française. Sur ce sujet, une autre intervention ou on passe à autre chose? Anne-Charlène? Oui, pourquoi pas. Simplement dire que déjà, on est dans un PAF sur les leçons de 2020 et je crois qu'on se rend compte que finalement, il n'y a pas de leçons de 2020 dans ce genre d'épisode qui arrive en fin d'année où on avait pu penser justement que cette émission allait aider à mettre un petit peu de paillettes dans la fin d'année. On se rend compte qu'on est encore tristement pas beaucoup appris sur le vivre ensemble. Alors, je disais, cette année a été surprenante. Juste un tout petit extrait, c'est ce que la fin du discours d'Emmanuel Macron quand il a présenté ses vœux pour 2020. C'était en décembre 2019, évidemment. Je vous souhaite une très bonne année 2020. Vive la République. Vive la France. C'était la fin du discours, naturellement, mais c'est vrai qu'il avait parlé de la réforme de retraite, il avait parlé d'un certain nombre de sujets, évidemment, pas de ce qui allait arriver, de ce que le Time appelle la pire année de l'histoire. Stéphane Monceau, c'est peut-être un peu exagéré, non? Ouais, vous savez, en cherchant bien, et peut-être pas très longtemps et pas de manière très approfondie, je suis sûr qu'on va trouver pire. Dans l'histoire. Puis le tout est de savoir où commence l'histoire et puis ce qu'elle représente pour chacun. Alors la pire année, je sais pas, c'est un slogan ou un effet médiatique. Je sais pas, on trouvera peut-être des gens pour lesquels 2020 a été une année magnifique, après tout. Mais c'est vrai que au regard de considérations plus collectives, plus générales, c'est vrai que les motifs de non-satisfaction sont légion. Donc, pire année, ça, sûrement pas. Année très particulière, très révélatrice de plein de choses. Non plus, oui, quoi. Évidemment. 1939 ou 1914, c'était pas terrible non plus. Non, c'était pas génial. Non. 40, c'était pas génial non plus. 40, c'était pas génial non plus, oui. Non, c'est vrai que on a toujours tendance à penser que ce qu'on vit est la pire des choses qu'on n'ait jamais vécues. On n'a pas vécu le reste. Oui. C'est probablement le pire journal, parce que si je me trompe pas, c'est aussi le journal qui a mis Mademoiselle Traoré en tête de gondole. Et donc voilà, quelles que soient les unes de ce journal depuis quelque temps, je pense que la presse américaine est devenue folle et le Time en est devenu l'étendard de cette sous-presse et de ces titres ridicules les uns après les autres, et de ces personnalités qui n'ont aucun intérêt. Enfin, voilà, donc c'est un événement nul et non avenu, et voilà. Mais effectivement, il y a bien pire que cette année 2021. Enfin, je veux dire, Avant d'aborder l'année mois par mois, je voudrais vous interroger sur un petit événement qui met en scène une famille versaillaise. On a parlé de l'élection de Miss France et des tweets antisémites, et c'est toujours intéressant quand sur un événement de variété, de divertissement, il se passe des choses peut-être politiques. Et cet événement, c'est la victoire de la famille Lefebvre dans l'émission La France a un incroyable talent. On va les regarder, ils se présentent et puis ils chantent d'ailleurs. Donc moi c'est Gaël, j'ai 22 ans et je suis l'aîné de la famille et je fais du chant depuis que j'ai 8 ans. Moi c'est Blanche, j'ai 21 ans, je fais de la musique au conservatoire depuis que j'ai 8 ans et je chante depuis 5 ans. Moi c'est Clément, j'ai 17 ans et je chante à la maîtrise depuis mes 8 ans.
Alors moi c'est Emmanuel, j'ai 15 ans et je chante à la maîtrise Notre-Dame de Versailles et je fais de la flûte à bec. Moi je m'appelle Colombe, j'ai 12 ans et je joue du violon. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 8 ans et je chante à la maîtrise. Donc je suis le papa de la famille, je m'appelle Gabriel et j'ai une femme merveilleuse. Donc moi je m'appelle Anne, je suis la maman, je fais de la musique depuis que je suis toute petite et je fais de la direction de chœur maintenant. Voilà, donc c'est une famille versaillaise, nombreuse, catholique, c'est-à-dire le genre de famille dont la télévision adore se moquer, généralement, et quand on fait voter les téléspectateurs, eh bien, c'est elle qui gagne. Est-ce qu'on peut avoir une lecture politique de ce vote, ou est-ce que j'exagère si je dis ça? Je ne sais pas, Patrice, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, la télévision adore se moquer, et nous-mêmes, nous adorons nous moquer. Il faut vendre du papier, je pense au Times tout à l'heure, et je partage ce que disait Jean-Charles, mais c'est un peu la même logique, il faut vendre du papier, il faut faire de l'audience. Donc, effectivement, on est là dans un espèce d'archétype, ça n'enlève rien d'ailleurs à la qualité de la prestation, oui, qui était de très très bonne facture, mais on utilise ils sont étonnants, mais on utilise des archétypes, et moi j'ai trouvé éminemment sympathique, mais on pourrait prendre la même chose, on va nous sortir les films des Tuches, on va aller nous chercher l'archétype des gens du Sud, et puis voilà, donc non, pour moi j'y vois pas de connotation politique. Le vote par contre effectivement des téléspectateurs, j'espère bien entendu que derrière tout cela le vote est bien entendu respecté, suivi et qu'il est contrôlé, il n'est pas forcément surprenant, il y a une forme de réaction, puis les téléspectateurs adorent jouer aussi avec les clichés, donc non, j'y vois pas grand chose de politique, mais j'y vois beaucoup de choses de médiatique par contre. Vous voyez pas l'arrivée du général de Villiers au pouvoir, etc. non, mais pas particulièrement. D'ailleurs, je dis pas qu'ils sont les porte-parole de ça. Ils pourraient être les symboles d'une certaine France. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce sujet? Oui, moi je voudrais dire une chose. D'abord, je pense être le seul de cette noble assemblée à avoir suivi les aventures de la famille Lefebvre depuis le début, parce que c'est une émission que j'adore, et c'était franchement assez drôle. Et surtout, les premières fois, comme vous le dites très justement, Patrice, le jury a commencé à se moquer. En voyant cette famille effectivement un peu archétypique, et puis complètement séduit par franchement les chants, alors qu'ils sont certes pas ceux entonnés par les rappeurs, hein. On est assez loin on n'est pas tout à fait dans le même monde, mais c'était le jury au départ moqueur était tout à fait séduit, et donc après c'est un parcours classique, et donc effectivement c'est tout à fait mérité. Après on peut préférer le rap, on peut préférer taper sur des tambours et être 50, chacun ses goûts, mais il y a sûrement quand même une petite réaction qui fait qu'on est quand même dans une époque, puisqu'on fait la rétrospective de l'année, où tout ce qui est disons que tout ce qui est blanc, d'un certain milieu, etc., quinquagénaire et hétéro est tout de suite vilipendé. Et là, on a effectivement une famille avec beaucoup d'enfants. Il n'y a pas de voilà. Donc, je pense que là, les gens se sont dit, bah tiens, de temps en temps, voilà, on n'est pas en train de critiquer. On peut s'enthousiasmer pour quelque chose. Et voilà, c'est en ce sens que il y a peut-être un petit côté politique là-dedans, un ras-le-bol d'une certaine image qu'on voudrait nous faire passer en permanence dans les médias d'une France qui n'est pas forcément celle que tout le monde a envie de voir et d'apprécier. Donc c'est un signe en tout cas. Et la victoire de la famille Lefebvre coïncide aussi avec le départ de Jean-Pierre Pernaut du trésor de TF1, qui était aussi l'image d'une certaine France. Hein. Oui, c'est exact, tout en sachant néanmoins qu'il était premier sur la tranche des 25-35 ans, qui d'habitude est plutôt une tranche qu'on va chercher plutôt dans les émissions, je pense au rap dont on parlait à l'instant. Ben non, il était premier sur la tranche des 25-35, donc c'est quand même, voilà, réfléchissons à ça. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une forme de parisianisme contre la province, qui serait symbolisée par Versailles, ce qui serait le comble, mais après tout, c'est peut-être historique. Alors, on va commencer la rétrospective de cette année, et on va commencer par le mois de janvier, évidemment. Alors, janvier, il y a un événement qui est apparu et qui peut-être va marquer l'année, c'est l'affaire Mila. Vous savez, cette jeune fille qui a été victime d'une virulente campagne de harcèlement pour avoir tenu des propos jugés blasphématoires envers l'islam. C'est vrai que c'est une affaire symbolique de l'année, celle-là. Qui veut commencer? Jean-Charles, peut-être? Oui, c'est tout à fait symbolique et c'est absolument effrayant parce que, mis à part vous qui la remettez en valeur, si je puis dire, cette pauvre jeune fille est assignée à résidence, a été obligée de quitter le lycée militaire dans lequel elle était abritée parce qu'elle avait été dénoncée. Parce qu'elle est dénoncée à chaque fois qu'elle va quelque part, que ce soit en voyage d'études
ou dans un lycée, on est obligé de l'exfiltrer à chaque fois, et tout ça dans une sorte d'indifférence coupable. Il n'y a pas un homme politique, ou quasiment pas, qui prenne sa défense, qui soit là, parce que c'est ça le véritable drame, au-delà de son drame personnel, c'est-à-dire que ça arrive aujourd'hui à Mila, mais ça va arriver à plein d'entre nous, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, et dans l'indifférence générale, oh bah oui, elle avait qu'à se taire, etc. Et on est là, cette fille vit un véritable calvaire, et ses adversaires, ses ennemis, eux, vivent en toute impunité, sont tranquilles, pérorent, se baladent dans les médias, etc. Et cette pauvre jeune fille est quasiment condamnée à mort, on le sait bien. Elle a, j'espère pas, mais elle a au mieux un destin à la Salman Rushdie ou à l'auteur de Gomorrah. Enfin, c'est-à-dire que sa tête est mise à prix et elle le dit elle-même, elle sait très bien qu'elle ne pourra pas s'en sortir. Sa vie est foutue. C'est bien foutu parce que la démocratie française et la politique française, les hommes politiques français n'ont pas le courage de taper du poing sur la table. Voilà. Alors, je signale quand même que Jean-Michel Blanquer a assuré, le ministre de l'Éducation a assuré qu'elle trouverait un établissement pour poursuivre ses études, mais c'est vrai que on a senti là aussi, et peut-être que le discours qu'a fait Emmanuel Macron au Mureaux en désignant l'islamisme radical est important sur ce plan-là, on a senti en effet des analyses différentes, certains la défendant évidemment, certains disant non, on ne peut pas blasphémer une religion. Ah mais on est un peu sur le même sujet que concernant Miss France tout à l'heure en réalité, dans une certaine mesure. Blasphémer, il faut dire les choses là aussi. Non mais alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement la réaction de ceux qui disent on n'a pas le droit de blasphémer une religion et qui du coup prônent l'appel au meurtre. Donc de toute façon, on n'a pas le droit de prôner l'appel au meurtre, et particulièrement en France, on a le droit de blasphémer une religion. Nous sommes dans une république issue du siècle des Lumières. Oui, on a le droit de critiquer toute chose dans le respect du cadre de la loi. Et là où effectivement, je rejoins encore Monsieur Lajoigny, manquer de courage, décidément, manquer de courage politiquement, mais manquer de courage d'un point de vue policier et manquer de courage d'un point de vue juridique. C'est-à-dire qu'on retombe toujours sur cette problématique aujourd'hui qu'on va probablement un jour, effectivement, comme le disait ma collègue tout à l'heure, prôner une nouvelle loi, mais on a déjà les lois nécessaires pour faire condamner ces gens-là. Il faut avoir effectivement le courage politique de le faire, mais il faut avoir le courage politique d'arrêter, il faut avoir le courage politique de poursuivre, et il faut avoir les moyens financiers de condamner à des peines qui soient effectivement effectuées et appliquée, parce qu'on le sait tous très bien aujourd'hui, qu'on a pour des raisons économiques et financières qu'on peut comprendre par ailleurs, une vraie problématique pour appliquer les peines. Donc bien une grande partie de ces gens se moquent bien de pouvoir lancer des anathèmes, condamner à mort n'importe qui, voire même d'ailleurs parfois de passer à l'acte, comme on a pu le voir. Je pense à M. Halimi par exemple, qui avait quand même été victime de crimes racistes très clairement identifiés par la même frange que ceux qui condamnent aujourd'hui cette jeune fille. Stéphane Manson sur ce sujet ? Oui, non, je nuance. Je ne nuance pas sur la liberté que nous avons, et fort heureusement, de mettre en cause les dogmes religieux, y compris de manière grossière, comme ça a été le cas de cette jeune fille. C'est son droit de dire qu'elle veut quelque mal à l'orifice anal du prophète. Elle a absolument le droit de le faire. Ce qu'elle n'a pas le droit de dire, en revanche, c'est d'insulter les adeptes de ce dogme, de cette religion, ce qu'elle n'a pas fait. Mais je nuance tout de même sur la réponse, à la fois la réponse politique et la réponse juridique. La classe politique n'a pas été unanime dans le soutien qu'elle aurait pu apporter aux agresseurs ou à ceux qui l'ont menacée. Et de surcroît, les institutions ont réagi puisque des condamnations ont déjà été prononcées, notamment à l'égard de plusieurs de ces personnes qui l'ont menacée, soit d'ailleurs en direct, soit à distance. Il y a eu déjà des condamnations qui ont été prononcées. Quant à la question de l'exécution des peines, là aussi, c'est autre chose, mais il faut être beaucoup plus prudent que cela. On sait que on a toujours une vision trop caricaturale. Enfin, Florence serait mieux qualifiée que moi pour le dire, mais les peines sont, si j'ose dire, beaucoup plus et beaucoup mieux exécutées que on l'entend parfois ou qu'on veut bien le dire dans le débat politique. Anne-Sharon Bézina, est-ce que justement, enfin, dans cette affaire, et puis on peut le rapprocher, enfin, du discours que prononcera Emmanuel Macron, alors ça sera plus tard le 2 octobre de cette année au Mureaux,
Est-ce qu'il n'y a pas, et on le voit peut-être dans cette affaire Mila, dans ces hésitations, est-ce qu'il ne faut pas rattraper des années et des années de laisser-faire? On reparle toujours de l'affaire de Creil, c'était en 1989. Les certificats de virginité, etc. Il y a des médecins qui disaient, bah oui, il faut quand même les faire. Est-ce qu'on n'a pas pris beaucoup de retard quand même dans cette lutte contre l'islamisme radical? Alors, je vais me permettre de faire un petit retour parce que c'est vrai que je voulais intervenir notamment sur un point de l'affaire Mila que je trouve qu'on ne met pas assez en lumière. C'est que c'est une affaire qui, certes, fait exploser le discours entre ces jeunes-là parce que ça s'est passé sur les réseaux, mais ça dit beaucoup aussi du harcèlement qui est possible sur ce type de médias. C'est-à-dire qu'auparavant, se faire tirer les cheveux à la récré, c'était le pire qu'on pouvait imaginer de l'isolement social. Alors que maintenant, avec ce type de vecteur-là, on peut ruiner la vie de certains adolescents. Et je trouve que si on manque de pénalisation, c'est peut-être quand même sur cette question du harcèlement sur les réseaux, parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus du harcèlement au lycée, mais il faut quand même en parler aussi à l'aune de ce que permettent ces médias avec le type de retentissement qui est le leur. Sur le point de savoir si on a été en retard, moi je ne suis pas sûre que ce soit un retard de notre législation, par exemple, sur les types de réponses juridiques ou même quelque chose qui soit dû à une incapacité politique. J'ai l'impression que le phénomène évolue et que l'histoire elle-même amène chaque année plus de frustration et donc chaque année peut-être plus de revendications et chaque année finalement plus de haine. Donc moi j'ai le sentiment que c'est pas tellement un retard que nous payons que le fait qu'il y a une internationalisation, un durcissement de ces phénomènes de violence dans les discours entre les religions, mais aussi entre les manières de vivre, et que finalement, ce qu'on est incapable de maintenir, c'est une loi commune. Alors, on a parlé de la laïcité tout à l'heure, mais finalement, c'est le grand concept d'ordre public, c'est-à-dire cette idée d'être ensemble. Et ce qui fait un petit peu mal dans ces périodes que l'année 2020 manifeste bien, la pandémie, les risques de violence, les débordements, c'est de se dire que finalement, la France, et avec elle beaucoup d'autres pays du monde, ont du mal à trouver un dogme suffisamment commun pour arriver à fédérer et pour arriver à sentir qu'on vit ensemble en dehors des périodes de Coupe du Monde. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'élan national et il y a peut-être de moins en moins de sentiments de communauté. Et je pense que c'est vraiment là qu'il faut essayer, pas tellement même de rattraper un retard, mais de marteler une conviction et d'essayer d'aller plus loin dans cette question. Alors, on continue avec le mois de janvier. Le 23 janvier, 3 cas de coronavirus sont signalés en France. Est-ce que vous vous souvenez, Vincent Couronne, par exemple, notre analyse de ce coronavirus, on se disait quand même, bon, c'est loin, c'est une petite grippette, c'est pas grand-chose. Vous vous souvenez de ça ? Ah oui, moi je me souviens très bien de cette période-là, et effectivement, il faut pas qu'on ait la mémoire courte. À l'époque, il y avait quelques personnes qui alertaient, et puis de nombreuses personnes qui disaient que ça n'était qu'une petite grippette. Et il a fallu du temps, plusieurs jours, plusieurs semaines, pour que l'idée d'un virus vraiment dangereux fasse son chemin. Donc, c'est toujours facile a posteriori de juger en fait les actes ou les positions qu'on a pu prendre à une époque, mais il faut quand même se souvenir que déjà l'état des connaissances scientifiques était extrêmement lacunaire à l'époque. Il est encore grandement aujourd'hui, mais en tout cas on sait quand même beaucoup plus. Je reprends l'exemple du vaccin. Il y a une information qui circule en ce moment comme quoi le vaccin était prêt en fait depuis le mois de janvier. Oui, il y avait des prototypes de vaccins qui étaient prêts depuis le mois de janvier, mais simplement au mois de janvier, personne n'aurait accepté qu'on teste un vaccin, enfin qu'on applique un vaccin à toute la population mondiale sans l'avoir testé pendant des mois, sans en avoir recherché tous les potentiels effets secondaires, etc. Et donc il y a toujours cette tendance, avec le recul du temps, à oublier parfois quel était l'état de l'opinion publique, parce que c'est aussi important, et l'état des connaissances à un instant T. Et c'est vrai que quand on a eu les premiers cas de coronavirus sur le territoire, il y a eu un petit effet de panique, mais qui n'était pas encore généralisé. Alors, on va passer au mois de février, avec pas mal d'actualités, notamment une actualité parisienne qui va avoir des conséquences sur cette année.
Alors, février, d'abord eu le 13 février la démission, vous savez, de l'Académie des Césars, suite de l'affaire du mouvement MeToo, etc. Et pourtant, au César, eh bien, Roman Polanski sera consacré meilleur réalisateur, ce qui va provoquer évidemment une polémique très forte, le départ d'un certain nombre d'actrices. Et puis, on a appris au mois de septembre que l'Académie des Césars avait remis dans leur académie et Roman Polanski, qui n'avait pas donc participé à la dernière cérémonie, et Thomas Langman, qui avait été condamné pour harcèlement. Ils sont à nouveau membres de cette académie. Et comme a dit Béatrice Dalle, c'est du foutage de gueule. C'est vrai que c'est beaucoup d'agitation pour pas grand-chose, au fond. Hein, on peut lui dire ça. Bon, on va passer. Non, on peut pas s'arrêter, évidemment, sur tous les événements. À moins que vous vouliez dire un mot là-dessus, ou on passe plutôt à cette affaire qui est quand même, à mon avis, intéressante. C'est le 15 février. Benjamin Griveaux renonce à se présenter à la mairie de Paris à la suite de la publication d'une vidéo à caractère sexuel. Anne-Charlène Bézina-Duclerc, je crois que c'est un événement qui vous intéresse. Alors c'est un événement qui m'a profondément intéressée en tant que constitutionnaliste sur ce que ça a dit quand même du débat politique et de la manière dont finalement dans une campagne on s'arrête. Alors il y avait déjà eu l'affaire François Fillon qui avait fait que pendant la campagne on n'a plus une seule fois discuté du projet politique d'un des candidats et qu'on n'a même plus une seule fois discuté des projets politiques des candidats mais qu'on a été focalisé sur une affaire judiciaire. Mais là on descend encore plus bas. Et je trouve que l'affaire Griveaux a signé peut-être la fin d'une confiance peut-être même d'un certain respect à la classe politique, dans le sens où il y a eu vraiment cette idée même qui a pu prospérer par ce fameux Piotr Anderwerski, je sais même plus comment il s'appelle, Pawlewski sûrement, cette idée que on pouvait politiquement combattre quelqu'un en allant justement fouiller dans des vidéos de ce caractère-là. Donc il y a eu finalement pour moi une dégradation absolue du discours et puis quelque chose qui relève aussi de la délégitimation de ce propos en disant mais il n'avait qu'à pas jouer les pères de famille durant sa campagne, qui m'a semblé totalement choquant et finalement peut-être annonciateur d'une fin d'un discours politique qui pourrait être apaisé. Justement, Vincent Couronne, sur cette attaque dont a été victime quand même Benjamin Griveaux, on s'est interrogé sur la liberté d'expression. Est-ce que publier des vidéos comme ça fait partie de la liberté d'expression ? Non, et c'était intéressant de voir qu'à l'époque, Piotr Pawlewski était résidait en France parce qu'il ne pouvait plus vivre en Russie, où effectivement sa liberté d'expression là-bas était largement entravée, et il s'est plaint malgré tout qu'en France il ne puisse pas, en tout cas on l'attaque. Parce qu'une plainte a été déposée contre lui pour avoir diffusé cette vidéo de Benjamin Griveaux. Or, la liberté d'expression en France, elle a ses limites, comme partout en Europe, et notamment ici, c'était la question de l'atteinte à la vie privée. On ne peut pas délibérément porter atteinte à la vie privée de quelqu'un, et parce que face à la liberté d'expression, il y a d'autres libertés avec lesquelles il faut pouvoir la concilier. Et Benjamin Griveaux, dans sa vie privée, a des libertés qu'il doit pouvoir aussi préserver. Après, sur la question de l'inadéquation entre son discours public et sa vie privée, eh bien, il y a des tas d'autres manières, des enquêtes journalistiques, et même un artiste peut tout à fait arriver à dénoncer sans porter forcément atteinte à la vie privée d'une personne publique. Donc, d'ailleurs, je trouve que la réaction souvent des Parisiens, parce que là, on parle ici d'une élection municipale parisienne à l'époque, a été assez intéressante. La plupart des gens avec qui on en parlait disaient mais après tout, on s'en fiche un petit peu en fait de la vie privée de Benjamin Griveaux, et certains avaient même exprimé leur souhait de le voir continuer malgré tout, pour montrer que justement en fait à Paris les gens se moquaient un petit peu de ce genre de bisbille. Florence Mercadé-Choquet, pardon, oui. Ce qui est troublant dans cette affaire, au-delà de tout ce que vous venez de dire de façon tout à fait intelligente, c'est un peu
la bêtise, j'allais dire, de Benjamin Griveaux qui se voyait, enfin était probablement promis un assez grand avenir politique et qui ne comprend pas que quand on aspire à ce genre de rôle, on balance pas des vidéos porno à n'importe qui, à une maîtresse d'un jour, à quelqu'un qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux. C'est plutôt ça qui me choque, parce que qu'après effectivement, comme vous dites très justement, il fasse ce qu'il veut. Bon, je veux dire, c'est chacun sa. Et je ne juge pas ça, mais qu'il n'ait pas compris qu'un homme politique ne peut pas avoir l'avis de Monsieur Tout-le-Monde ou de Jojo le routier en balançant ses vidéos sur Facebook. C'est ça que je ne comprends pas, quoi. Mais vous savez, il y aurait sans doute une totale au monde actuel, et le type ne comprend pas. Alors soit il était raide amoureux, c'est le cas de le dire, mais sinon, voilà, je trouve ça un peu trop. Il y aurait sans doute une thèse à faire sur les réseaux sociaux quand même, que ça avait été partagé, parce qu'on a été très dur avec les réseaux sociaux jusqu'à présent, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai problème de législation, mais en l'occurrence, c'était pas un problème de modération sur des réseaux sociaux, puisque c'était une conversation d'ordre privé, ce qui est encore plus choquant justement d'un point de vue juridique. Mais il y aurait sans doute une thèse à faire sur le sentiment d'impunité de certains hommes politiques qui sont tombés parce qu'ils pensaient que rien ne pourrait leur arriver. Et Griveaux en est un exemple, mais il n'est pas le premier et de loin. Florence, oui. Les hommes politiques, le pouvoir, c'est, pour faire un parallèle avec Benjamin Griveaux, mais le pouvoir, c'est comme du Viagra. C'est une espèce de voilà, non, mais je pense que si, ça donne une impression de surpuissance. On a un élu avec nous. Oui. Alors, on a un élu avec nous de la France. Voilà. Non, mais ils ont une impression de surpuissance. Je voulais vous interroger sur autre chose, parce que cette affaire Griveaux, c'est quand même le début, c'est la démission aussi d'Agnès Buzyn du ministère de la Santé, la nomination d'Olivier Véran, et peut-être le début d'une défiance des Français vis-à-vis du pouvoir, parce qu'il va y avoir toute cette communication un peu bizarre sur les masques, sur les tests, etc. Voilà, c'est aussi ça la démission de Griveaux, ce que ça annonce. Oui, mais ça ne date pas de Benjamin Griveaux, cette défiance des Français vis-à-vis des hommes politiques. On a dit quand même que la ministre de la Santé, elle avait peut-être autre chose à faire que d'aller se présenter à la mairie de Paris. Enfin, ça lui a été reproché. Oui, mais je pense que là, elle a été poussée vers la mairie de Paris. Je ne pense pas que c'était son souhait à l'origine de se rendre à la mairie de Paris, d'autant plus que c'était complètement suicidaire de la part d'En Marche d'envoyer Agnès Buzyn sur la mairie. La perte d'En Marche s'est mise c'est ça, oui. Ouais. Donc, je pense que cette défiance, notamment par exemple par rapport à Benjamin Griveaux, si on commençait à fouiller dans la vie privée de tous les hommes politiques, Benjamin Griveaux, il ne serait pas le seul, parce qu'on voit bien déjà sur le passé d'un certain nombre d'hommes politiques décédés. Il faut lui demander. J'espère que vous mettez un H majuscule à la politique et que ça concerne aussi les femmes politiques, parce que j'ai quelques anecdotes, je ne peux pas révéler ici, qui seraient truculentes. Mais c'est pour ça que je dis que le pouvoir est quelque chose où on surfe dans les hautes sphères et on ne se rend plus compte de ce qu'on fait. Mais maître, vous avez tout à fait raison, c'est toujours été le pouvoir, le sexe et l'argent. Enfin, c'est ce qui domine le monde et qui le fait fonctionner. Dans le cas de Benjamin Griveaux, la vraie problématique, c'est qu'il était assez gogo pour penser qu'effectivement que ça ne sortirait pas et qu'il ne se soit pas rendu compte de la manipulation. Mais à part ça, et après les événements en cascade, on va aller plus loin également, ça assure la victoire d'Anne Hidalgo et ça lui assure peut-être même une candidature à la présidentielle. Vous voyez, si on tire la logique jusqu'au bout, on voit bien voilà d'une petite vidéo comme ça, il y a eu des conséquences absolument incroyables. On va passer au mois de mars. Évidemment, et le mois de mars, c'est le premier confinement et les municipales. Alors, Jean-Baptiste Duclerc, le premier confinement, vous vous souvenez comment c'est arrivé ? Est-ce que ça a été... C'est vrai que tout le monde était un peu sidéré une fois qu'on a été confiné. Oui, effectivement, cette sidération, elle succède à ce que décrivait tout à l'heure Vincent, c'est-à-dire qu'on était au départ dans une phase qui était... celle de la curiosité, du doute. Il y avait, il faut le rappeler aussi, cette désinformation qui avait été orchestrée par la Chine sur la naissance du virus là-bas, et c'est ça en fait qui a généré cette espèce de moment de flottement en fait en France, mais évidemment dans toute l'Europe et en Italie en particulier. Et puis effectivement, donc il a fallu ensuite, face à la montée exponentielle du virus, prendre des mesures qui ont été d'ailleurs réalisées de manière tout à fait soudaine, de manière tout à fait subite. Et donc lorsque la nouvelle a été annoncée, on était tous sidérés. Moi je me souviens que des messages circulaient sur les réseaux sociaux, des textos où chacun connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était au ministère de l'Intérieur,
où on nous annonçait des dizaines de millions de morts, là où d'autres disaient que déjà on était dans le complotisme et que tout ça était orchestré d'en haut pour manipuler les gens et pouvoir leur renier leur liberté. Donc c'était un moment extrêmement particulier, et puis à cela évidemment s'ajoutaient les élections municipales. Là aussi, il y a eu un moment de flottement, puisqu'il y avait le confinement qui était organisé, et puis en même temps ce grand moment de démocratie. Il me semble d'ailleurs qu'à l'époque, le président de la République était défavorable au maintien de cette élection, et sous la contrainte des partis politiques, ou en tout cas la majeure partie d'entre eux, effectivement, ces élections ont été organisées. Je crois qu'après coup, on l'a un petit peu regretté, compte tenu notamment du nombre de cas de Covid qui ont été contractés à cette occasion. Alors, je rappelle la chronologie des événements. 12 mars, donc, le président Macron annonce que le pays sera confiné à partir du 17 mars. Le 14 mars, Édouard Philippe annonce la fermeture des lieux recevant du public, non indispensables à la vie du pays. On va commencer à parler d'essentiel, pas essentiel. Donc, les établissements scolaires seront également fermés. Le 22 mars, le Parlement adopte la loi instaurant un état d'urgence sanitaire. Le 27 mars, le confinement est prolongé jusqu'au 15 avril. Le 7 avril, la France dépasse la barre des 7000 morts. Et puis, vous vous souvenez qu'à 20h, les Français ont pris l'habitude d'aller sur les balcons pour applaudir les soignants. Et le 13 avril, le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai. Alors, revenons un instant justement sur ces municipales. Vous étiez candidat. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a eu évidemment une abstention très forte. Beaucoup d'élections au premier tour. Dont la vôtre aussi, dans la nôtre, oui, absolument. Ouais. C'était un moment un petit peu lunaire, d'abord parce que moi, personnellement, mon papa est décédé du Covid quelques temps après. Il était déjà malade, il avait déjà été atteint. En fait, on ne savait pas de quoi. Et donc, on est allé un peu la peur au ventre. Et ça, je voudrais qu'on s'en souvienne. Ne pas oublier, effectivement, qu'une partie des élus ne souhaitait pas que ces élections aient lieu. On était prêt à les reporter, puisqu'en fait, on avait, en ce qui nous concerne, et beaucoup de listes l'ont fait, arrêter la campagne. Pratiquement 4 semaines avant. C'est-à-dire qu'en réalité, on a fait une campagne d'1 semaine et le reste du temps, on est resté chez nous. Pas le cas de toutes les listes, mais beaucoup l'ont fait. Donc on avait vraiment le sentiment d'une angoisse. Et le jour d'élection, on avait beau avoir eu quelques moyens qui nous avaient été donnés, des masques, du gel, enfin on n'a rien inventé, c'était déjà le cas. On a passé une journée d'angoisse et dans une certaine mesure, avec un taux de participation faible, on était presque un peu rassurés parce qu'on s'est dit qu'on s'était moins exposé. Je veux dire, c'est du concret, peu vous le diront, mais c'est du concret, c'est une réalité. Donc après, effectivement, beaucoup de listes ont été élues au premier tour. Et puis rappelons-nous, il s'est posé ensuite la question de savoir, mais quand aura lieu le deuxième tour? Le deuxième tour n'a pas eu lieu comme il aurait dû. Va-t-on annuler le premier tour et faire voter tout le monde? Voilà, on est parti quand même dans des semaines de débat. Absolument. Et je tiens à rappeler d'ailleurs, on en parlait discrètement il y a quelques instants, que effectivement le président de la République était pour le report des élections. C'est le cas d'Édouard Philippe également. La pression a été beaucoup mise par Gérard Larcher, le président du Sénat, pour qu'elles aient lieu. Alors, dans un but, effectivement, de favoriser le renouvellement des équipes, etc. Puis, il y a toujours une petite dose de politique derrière tout ça. Mais ça a été un vrai débat au sein de la classe politique et des électeurs également. Stéphane Manson, vous diriez que ce sont des élections au rabais ? Non, ce ne sont pas des élections au rabais. Il n'y a pas en démocratie d'élections au rabais. Le corps électoral, le peuple, fait ce qu'il veut de cet outil démocratique important. Il y a eu du contentieux, d'ailleurs. Certaines listes perdantes qui ont attaqué, demandé aux juges administratifs l'annulation des résultats du scrutin du fait d'une abstention très élevée, d'une abstention très forte. Et le juge, j'allais dire évidemment, sur le plan juridique, et c'est compréhensif aussi sur le plan démocratique, le juge rejette de tels arguments. Il y a eu, je sais pas, un taux de participation, je sais plus de combien il était, qui tournait aux alentours de 30%. Tant pis. De mon point de vue, il n'y a pas d'élection au rabais. Alors ça pose d'autres questions, bien entendu, mais une élection reste un outil démocratique fondamental, y compris avec des marées électorales de participation aussi faibles, aussi basses. Alors, on va passer au mois de mai. On arrive tout doucement. Le mois de mai, c'était le déconfinement. Et puis, on a parlé beaucoup aussi du déboulonnage des statuts au cours de ce mois-là. Oui, alors, déconfinement, donc, qui arrive. Il y a eu un monsieur déconfinement qui s'appelait, que personne ne connaissait, qui s'appelait monsieur Jean Castex.
Ça a été, alors là, on a l'impression qu'il y a eu quand même une libération qu'on a payée peut-être par la suite, après ce confinement qui nous avait tous sidérés, où on ne savait pas très bien, où les gens restaient chez eux quand même, avec quand même peur de ce qui se passait. On a une impression qu'on avait vaincu le virus, et c'est sans doute une impression qui était mauvaise et dont on paye les conséquences encore aujourd'hui. Je pense qu'on l'a tous vécu de la même façon. On a eu très peur, et puis ensuite, c'est un petit peu quand on enlève le couvercle sur la casserole qui est en train de bouillir. Évidemment, l'eau saute et s'évapore. Et effectivement, et qui plus est, je rajouterais un petit peu quelques messages du gouvernement qui étaient un petit peu pas très clairs sur le fait de dire profitez de vos vacances, c'est les vacances, un petit peu allez-y, respectez les gestes barrières, mais partez en vacances. Donc effectivement, un certain nombre de gens se sont libérés. Après, je suis pas certain que si on avait tout de suite mis en place plus de respect des gestes barrières, on ait eu de meilleurs résultats en termes en tout cas de gens contaminés, de personnes décédées, etc. On se souvient des problématiques pour avoir les masques pendant pratiquement 3 mois, on se souvient des problématiques pour se faire tester, et puis après, une fois qu'on a parlé de se faire tester, les gens se détestaient, mais et quoi d'autre? C'est-à-dire, on s'isole où, comment, on nous contraint à nous isoler, je vois qui, je ne vais pas revenir sur ce qui se continue encore aujourd'hui, à l'éducation nationale, une personne n'est qu'à contact, pas 2, alors que dans les entreprises c'est 2, enfin, on voit bien que on peut comprendre cette volonté de sortir, etc. Et je pense qu'on ne peut donner de leçons à personne. Le président est malade aujourd'hui, il aurait pu très bien être contaminé cet été parce qu'il voit beaucoup de gens. Il va dire que c'est un principe mathématique, plus on voit de gens, plus on a de chance d'être contaminé, qu'on soit protégé ou pas. En tout cas, bouffer d'oxygène, de pouvoir ressortir, c'est absolument évident. Sur le déboulonnage, je cite, parce que l'affaire continue, je cite une déclaration récente d'Emmanuel Macron qui dit « On m'a parfois traité de brute épaisse parce que j'étais contre le déboulonnage des statuts. Je ne crois pas à la cancel culture, je ne crois pas à l'effacement de ce qu'on est. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a toute une part de notre histoire collective qui n'est pas représentée. Qui peut être contre cette idée, Jean-Charles, non Le président Macron a tout à fait raison. Après, oui, on peut multiplier comme ça, rechercher des écrivains, rechercher des qui seraient issus de la diversité. Mais encore une fois, moi, je déteste tellement ce truc de la diversité parce que quand on parle de diversité, ça voudrait dire que moi, je serais issu d'une immonde uniformité. Puisque je ne fais pas partie apparemment de la diversité. Donc voilà, j'en ai marre un peu de ce concept de diversité qui ne veut rien dire. Effectivement, il y a un écrivain de couleur qu'on peut honorer, honorons-le, et puis voilà, mais on va pas non plus passer l'année là-dessus. On voit bien qui sont les gens derrière ça. Plus refléter l'identité française. Je vais un peu vite. Peut-être un tout petit mot, moi, sur ces déboulonnages. Simplement dire quelle tristesse de n'avoir que le passé à refaire, si on n'a pas l'avenir à créer. Je veux dire, c'est le symbole d'une population qui va quand même très mal. Et là aussi, on revient sur les concepts de vivre ensemble. On a quand même du coup les uns contre les autres, donc ceux qui sont les opprimés et ceux qui sont les oppresseurs. Et ça signifie qu'en plus, il faudrait que l'histoire elle-même en soit coupable. Donc du coup, je trouve que là aussi, on était un peu dans le même climat avec cette période-là, c'est-à-dire que on n'a plus d'avenir. On est en train de rejuger la conformité à notre présent de notre passé, qui est très dangereux. Alors, on va passer au mois de juin, de juillet et d'août d'un seul coup, mais parce que juillet, août, il se passe un peu moins de choses, mais enfin, on va parler du référendum de Jean Castex et de Gérald Darmanin. Référendum, puisque le 28 juin, c'était la Commission citoyenne sur le climat qui remettait ses 149 propositions. On sait depuis que le président de la République va faire un référendum. C'est l'article 89 qui s'applique, donc il faut que les deux assemblées votent le texte de manière identique. Est-ce que c'est un piège pour la droite? Je demandais peut-être à Jean-Baptiste Duclerc. Ou pour le Sénat. Oui, effectivement. Alors, il y a deux procédures qui s'offrent au président de la République. Il y a la voie normale, celle qui est conforme à la Constitution et qui est l'article 89, donc un référendum qui passe par le Parlement avec un vote directement des Français ou l'adoption par voie du Congrès, c'est-à-dire la réunion des deux parlements, ou c'est l'autre possibilité qui était offerte par la voie de l'article 11 de la Constitution, qui avait d'ailleurs été un temps envisagé, mais bien plus avant par le président de la République, et qui n'a pas été sa préférence. Alors évidemment, pour que le référendum soit porté jusque devant les Français, il faut qu'il y ait un vote identique de l'Assemblée nationale et du Sénat. La difficulté étant évidemment que le Sénat est à droite et que donc ce qui met
la droite en position délicate, puisque si jamais elle décidait de ne pas suivre le président, on pourrait lui reprocher de ne pas avoir pour préoccupation l'environnement. Donc il y a évidemment très certainement de la tactique politique dans ce dessin, et il sera intéressant de voir justement comment la droite va réagir. Je pense à mon avis qu'elle va mettre en avant le côté tacticien de la chose, ne serait-ce parce que l'environnement est déjà présent dans notre Constitution, avec une charte de l'environnement, et notamment l'article 1 de la Constitution. Il n'y a pas longtemps une décision du Conseil constitutionnel. Et puis on peut gagner du temps aussi, peut-être. On peut peut-être gagner du temps. Alors, juillet, démission d'Édouard Philippe et nomination de Jean Castex. Avec le recul, on se demande pourquoi avoir remplacé quelqu'un qui était haut dans les sondages par un haut fonctionnaire qui a raté le déconfinement. Non, on pourrait poser la question comme ça. C'est moche, Patrice, de dire ça. C'est moche. Non. Mais c'est un des reproches qu'on a fait, voilà. Oui. Non, mais je pense qu'il y avait de toute façon besoin d'un deuxième souffle. Ça me semble une évidence. Je pense, je ne veux pas révéler le grand secret qu'Édouard Philippe n'était pas non plus un candidat à rester beaucoup plus longtemps. Je pense qu'il avait d'autres visées au Havre, et c'est pas une plaisanterie. Il faut avoir cet ancrage local. Si on vise d'autres choses plus tard, je pense qu'il est arrivé à un moment donné où il souhaitait de toute façon laisser la place. Donc le président lui a donné raison. En même temps, il y avait une volonté d'avoir une gestion un peu plus administrative de ce qu'on pensait être à ce moment-là une sortie de crise, puisque tout allait mieux. Il n'y aurait pas de deuxième, il n'y aurait pas de troisième vague. On n'envisageait pas. Et donc, qui mieux que le responsable du déconfinement pour être Premier ministre? Après, encore une fois, on juge dans l'histoire. Mais... Peut-être Stéphane Monson, un mot, mais rapidement. Est-ce que c'est pas symbolique, au fond, de la Ve République avec le quinquennat? C'est-à-dire que le président est en première ligne et qu'il y a une sorte de grand directeur de cabinet qui devient le Premier ministre. On se souvient de l'appellation de collaborateur qui avait été conférée à François Fillon par Sarkozy. Alors, c'est vrai que dans l'esprit des institutions de la Ve, c'est pas le cas, mais dans leur pratique, en effet, ça le devient. Alors, tout dépend aussi à la fois de la personnalité du Premier ministre, et puis tout dépend de son poids politique. Le poids politique de Jean Castex, il est proche de zéro. Celui d'Édouard Philippe, en revanche, il était, au regard en tout cas de sa popularité, il devenait important, et probablement aussi trop important, puisqu'il avait plutôt tendance à commencer à faire de l'ombre au président de la République. Mais enfin, souvenez-vous de François Fillon. François Fillon a été Premier ministre pendant 5 ans, pendant toute la durée du quinquennat. Donc il y a en effet aussi le mécanisme du fusible. Mais je rejoins ce que disait Laurent Mazery, c'est-à-dire qu'il fallait politiquement un second souffle, et ce second souffle, il se manifeste d'abord par ce type de changement. Et puis c'est plus un soupir qu'un second souffle, visiblement. Non, on ne sait jamais, mais si Emmanuel Macron se trouvait dans la possibilité de se représenter, la candidature d'Édouard Philippe s'imposerait à ce moment-là. Sans faire de politique fiction. Vous auriez une information à nous donner? Je pense que le président de la République sera très attentif à ce que diront les sondages dans les mois qui s'approcheront des élections. On va passer au mois de septembre, de ce mois de septembre, et allons-y, septembre. On va parler de Christophe Castaner, qui est élu président du groupe LREM face à Aurore Berger, député de la 10e circonscription des Yvelines. Castaner a été obligé de partir du ministère de l'Intérieur parce qu'il a eu une phrase que ne supportent pas les policiers. Il a dit qu'il y a du racisme dans la police. Il y a deux choses que ne supportent pas les policiers, qu'on parle de violence policière, comme si elles n'existaient pas, et qu'on parle de racisme dans la police comme s'il n'existait pas, sans dire que tous les policiers sont violents ou racistes. Ça existe quand même. Mais pourquoi on ne peut pas le dire? Peut-être un petit mot là-dessus, si je peux me permettre. Je crois, là, il faut nuancer peut-être un petit peu le propos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des mots à ne pas dire, mais il y a quand même une tradition historique qui veut que le ministre de l'Intérieur, on l'appelle souvent le premier flic de France, ça prouve quand même que le ministre de l'Intérieur a un rôle un peu comme le ministre de la Justice et un peu comme le ministre de l'Éducation. Il y a une forme de corporatisme, c'est-à-dire qu'un ministre, et c'est l'article 20 de la Constitution, est avant tout le chef d'une administration. Et donc, il se doit d'être en quelque sorte loyaux avec ses équipes. Et quand bien même ses équipes ont mal agi, il est toujours celui qui va essayer de les défendre ou de porter leur voix. Donc, à partir du moment où, quelque part, le ministre de l'Intérieur, qui est le chef du
bateau quitte le navire. Quelques mois plus tard, le président de la République fait pas vraiment beaucoup mieux. Il y a quand même une forme de sentiment d'être lâché qui peut exister dans ce type de corporation. Et je crois que vraiment, indépendamment des mots qui ont été dits, c'est avant tout cette mutation du rôle du ministre de l'Intérieur qui était peut-être pas la bienvenue ou qui en tout cas mérite d'être questionnée. Il y a eu un gap à ce niveau-là. Je ne pense pas que le fait de nommer quelque chose qui existe fasse que M. Castaner quitte le navire. Je ne crois pas du tout. Au contraire, il veut essayer d'orienter peut-être le navire comme tout chef, même un chef d'entreprise. Si vous ne pouvez pas nommer quelqu'un qui fait du racisme dans votre équipe et de pouvoir en tirer les conséquences, je pense que là, chef d'équipe, il se doit d'essayer d'avoir une unité de son équipe. Oui, non, mais c'est compliqué. Ça a abîmé ses rapports avec la police, quand même. Oui, sauf que là, c'est globalisant. C'est-à-dire que ça n'est pas traité un cas avec la punition qui va avec, parce que justement, précisément, normalement, c'est le rôle de l'IGPN et c'est le rôle du ministre de l'Intérieur aussi de punir les cas. Donc, il y a eu finalement un laxisme du ministre de l'Intérieur au moment de la punition, et finalement, il lance une phrase comme ça qui devient globalisante et qui laisse entendre que c'est une réalité. Donc, je crois qu'il y a eu, là aussi, peut-être une erreur de communication, même si évidemment dénoncer les faits qui sont à dénoncer, ça fait partie de la loi et ça fait partie de son obligation. Je signale juste une chose, parce qu'il est marqué Castaner et les lycéennes. Et on ne lui reproche absolument rien par rapport à ça. C'est parce que aussi au mois de septembre, il y avait ce mouvement des lycéennes qui demandaient de pouvoir être habillées comme elles le voulaient dans les lycées. Voilà. Ah, mais sur le point précédent, quand même, ce qui est important de comprendre, à mon sens, c'est toute la différence qu'il y a quand on dit violence policière et des violences dans la police. C'est-à-dire que c'est une forme, et c'est la même mécanisme que le racisme. C'est-à-dire, c'est quand on désigne un individu comme représentant l'ensemble de son groupe et que par conséquent, on condamne tout le groupe. Et là où il est effectivement en tort, c'est qu'il a donné l'impression de condamner l'ensemble du groupe. Qu'il y ait des gens racistes dans la police, il y en a, comme il y a des racistes malheureusement partout dans toute la population française. On en a parlé tout à l'heure. Qu'il y ait des gens violents dans la police, il y en a, et effectivement, quand ils sont détectés, ils doivent être condamnés. C'est pas pour autant qu'on prend toute la police, qui, je le rappelle, est le bras armé de la République pour faire respecter les lois, et qu'on dise toute la police est violente. Et puis ensuite, il y a la violence, il y a une violence justifiée aussi dans certaines arrestations. Certainement pas celle qu'on a vue récemment, mais dans les violences du quotidien. Je veux dire, si vous venez demain à Elancourt à la clé de Saint-Pierre et que vous voyez dans les conditions dans lesquelles on a des interpellations simples qui se passent, il n'y a face à la violence que de réponse que de la violence quand on veut maîtriser quelqu'un. La notion est dans l'équilibre. Et ce qu'on lui a reproché, c'est effectivement donner une vision hyper caricaturale et dans la réaction du temps de l'ensemble du corps. En même temps, il n'a pas dit la police est raciste. Non, mais non, mais il y a du racisme dans la police. Ouais. Mais c'est pas aussi global. Il faut faire très attention quand on est ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, le président de la République, on lui reproche, il a parlé de violence policière, et on lui reproche aujourd'hui. Il nous reste à peine 3 minutes. On va passer au mois d'octobre. Novembre-décembre. Alors évidemment, il y a eu le reconfinement, il y a eu l'affaire Samuel Paty. En un mot, est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après affaire Samuel Paty ? Je crains que non. Vous craignez que non ? Moi, je crains que non, malheureusement. Jean-Charles ? Hélas, non. Il n'y a pas eu d'après l'affaire Mila, il n'y aura pas d'après l'affaire Paty, il n'y aura pas d'après, tout le monde baisse les bras et tout le monde s'en fout. Ce que je trouve triste, c'est finalement la succession des événements. C'est-à-dire que justement, on se déconfine, on croit un peu que la vie va reprendre et on se rend compte qu'on retombe sur une autre violence qui est plus celle de la santé, mais celle de la terreur finalement. Et bon, je ne sais pas s'il y aura un après. J'espère. Stéphane Manson. J'allais dire comme Anne-Charlène, j'espère qu'il y aura un après, et j'ajoute que ça dépend aussi de chacun d'entre nous, chacun là où il est, chacun avec les leviers dont il dispose, peut essayer de faire avancer les choses en expliquant, en convainquant et en ne se laissant pas impressionner. Jean-Baptiste ? Moi, je suis plutôt dans la résignation de Jean-Charles, même si j'aimerais avoir l'optimisme de Stéphane. Vincent ? Moi, je pense qu'il va y avoir un avant et un après, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que l'après, ça ressemble à plus d'autocensure de la part des enseignants et à plus de lois sécuritaires qui, en fait, ne changent pas grandement la donne. Mais comme quoi, bon, hein, même les morts, parfois, on espérerait qu'elles soient au moins utiles. On passe au mois de novembre. Alors, novembre, c'est l'espoir du vaccin, quand même, qui arrive. Et alors, il y a eu un petit croquis dans le Parisien, je voudrais qu'on le montre, c'est très intéressant.
ça montre au fond que à gauche, au centre, on est pour le vaccin, plus on va à droite et plus on est contre. Est-ce que non, mais c'est vrai, par exemple, Marine Le Pen ne veut pas se faire vacciner. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une lecture politique là aussi du vaccin ? Alors, franchement, vous me l'apprenez parce que c'est pas le sentiment que j'ai en local. Je connais beaucoup d'amis de droite qui ont tellement confiance en la science qu'ils seraient même fait vacciner dans la phase 1 sans faire les tests, et je connais beaucoup de gens de gauche qui feraient de même. Je suis très surpris en fait de cette étude. Non, je sais pas ce qu'on peut en tirer. Moi personnellement, je me suis fait vacciner contre la grippe. Alors je suis au centre, alors donc je pense que je dois correspondre effectivement à la cible. On va faire un sondage. Alors, vous, vaccin, oui. Oui, bien sûr, oui. Oui, Anne-Charlène ? Oui. Oui, Stéphane ? Oui, évidemment, oui. Oui, Jean-Baptiste ? Bien sûr. Vincent ? Oui, juste un mot sur la question de plus à droite, plus on est à droite, plus moins on veut se faire vacciner. C'est que souvent ça correspond en fait à la sociologie aussi des sphères complotistes et des publics qui sont plus touchés par les théories complotistes, souvent sur les personnes plus âgées. Et donc potentiellement, donc forcément plus souvent à droite, et des populations jeunes dans certaines zones urbaines, etc. Donc c'est assez cohérent en fait. Jean-Charles ? Oui, bien sûr. Après, la seule vraie question de savoir quel vaccin privilégier. Voilà. Mais la découverte est absolument formidable et géniale. Quelle souche aussi, peut-être. Je voudrais juste, il y a un truc merveilleux dans le Parisien d'aujourd'hui. Non, je peux plus, pardon. On passe juste au mois de décembre, parce que c'est l'apothéose. Décembre, c'est le président qui est positif. Est-ce que c'est pas la conclusion la plus géniale de l'année? Génial, je ne sais pas, parce que je lui souhaite pas d'être malade. Non, absolument, non, la plus symbolique, allez. Ouais, la plus symbolique. En tout cas, ça a l'avantage. Alors, c'est un avantage politique, c'est de le rapprocher encore plus des Français et de dire après tout, il est comme tout le monde, il peut être contaminé, donc il peut en tirer un seul bénéfice probablement, c'est celui de se rapprocher encore plus des Français. Deuxième avantage, c'est qu'on est content de le recevoir à Versailles dans les Yvelines, et les présidents sont toujours les bienvenus quand ils reviennent à Versailles. À la lanterne. Stéphane Monson. C'est pas le premier. On a eu Boris Johnson, Donald Trump. Absolument. Bolsonaro. Enfin, oui, il y a tout un tas. Le prince Charles, le prince Albert, etc. Oui. Du Canada aussi. Absolument. Juste pour conclure, peut-être. C'était une année noire. Disait le Time, l'année la pire de l'histoire. Il y a quand même peut-être quelques lueurs d'espoir, c'est-à-dire que dans ce monde gouverné par l'argent, on a vu quand même qu'il y a la solidarité qui a beaucoup joué. Et puis, j'y reviens quand même, mais le génie quand même des scientifiques, parce que ce vaccin ARN, c'est absolument génial, quoi. Qui mime le coronavirus pour faire croire qu'il attaque nos corps. Je trouve ça absolument extraordinaire, non ? On peut avoir un peu quelques espoirs, non ? Il est certain que si on se rapproche aux grandes épidémies comme la Grande Peste, etc., au Moyen-Âge, aujourd'hui, en un an, on se rend compte que c'est extraordinaire. On arrive à produire une forme de quelque chose qui sauve des vies très rapidement, dans des conditions absolument, effectivement, qui n'ont jamais existé dans l'histoire. Donc ça doit nous rassurer. Je pense que ça doit nous rassurer de futures épidémies, parce que malheureusement, ce n'était pas la première, mais ça ne sera pas la dernière. Il y en aura d'autres. Les virus mutent tous les jours. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc la science, effectivement, sort malgré toutes ces hésitations. Je rappelle que l'incertitude fait partie des calculs de la science, sort grandi dessous cela. Oui, puis il y a 2 ans, je pense qu'on n'aurait jamais imaginé de faire un vaccin en 1 an. Non, c'est clair. Même si, comme le disait Vincent, certains pensaient que le vaccin existait avant le virus. Merci à tous. On vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes, une très bonne fin d'année, une très bonne année de 2021. Merci aux téléspectateurs de Troyes, de Lyon, des Hauts-de-France et de la Normandie. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF. Merci à tous.